C'est l'invention de la maison de campagne pour les bourgeois parisiens, mais aussi du château de campagne, parce que Versailles ou Paris sont des lieux excrémentiels, terribles. On les fuit dès que c'est possible, effectivement. Il y a, dites-vous, pourtant une préoccupation des édiles municipaux de régler ces questions-là, mais ça n'est jamais appliqué. Et vous avez un de vos collègues qui avait travaillé sur un édit royal du 25 novembre 1539, donc au tout début de la période qui est la vôtre, le XVIe siècle, donc, qui avait déduit de cet édit royal qu'au bout du compte, eh bien, il y avait une amélioration, pourrait-on dire, de cet air parisien en particulier. Vous dites qu'il n'en est rien parce que la plupart de ces édits ne sont pas appliqués, qu'il y avait déjà des édits ou des ordonnances de 1374 qui ordonnait déjà, par exemple, la création de latrines à l'intérieur des maisons et que ça n'avait pas été fait. Il fallait le réitérer très régulièrement pour pouvoir éviter justement la propagation des maladies. Tout à fait. Et rien n'a vraiment changé avant la création du tout à l'égout, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. La lutte est en fait une lutte non pas contre l'odeur, parce qu'en réalité, les odeurs excrémentielles ne gênent pas beaucoup. C'est plutôt... C'est un des apports de votre travail, c'est de se dire que les gens vivaient au milieu de ces odeurs-là. Ils vivent et on dirait même qu'ils aiment, en un certain sens. Ce n'est pas du tout une société qui pourrait être analysée par Freud ou par ses disciples. Il n'y a pas de refoulement anal. Il n'y a pas de refoulement concernant la matière joyeuse. C'est pour ça qu'il y a on l'appelle la matière joyeuse chez Rabelais. Il y a une énorme littérature là-dessus, et elle ne commence vraiment à être combattue qu'à partir de 1620-1630. Le dernier texte, dites-vous, qui rappelle cette longue littérature autour de l'excrément, c'est en 1616, Le moyen de parvenir de François Béroald de Virville. Qui est remarquable. Qui est un texte donc d'histoire rabelaisienne, pourrait-on dire. C'est un texte absolument extraordinaire, saturé de la culture excrémentielle, mais qui prouve que cette culture est celle des classes dominantes. C'est pas une culture populaire à l'époque. Elle deviendra, quand elle sera refoulée, une culture des classes populaires. Alors, vous insistez dans plusieurs de vos chapitres sur aussi des classifications qu'on appellerait aujourd'hui genrées, de genre dans la société de l'Ancien Régime, autour de cette question des odeurs, cette barricade d'odeurs très masculines, très fortes, de musc, d'ambre, qui sont souvent privilégiées par les hommes dans cette période donc du XVIe, XVIIe siècle, mais aussi ce rejet de l'odeur des femmes, dites-vous. Il y a une série de France Culture cette semaine qui a eu beaucoup de succès sur les règles. Vous dites effectivement que la question menstruelle est quelque chose de très fort pour pouvoir repousser les femmes, considérer qu'elles ont une odeur particulière et que cette odeur pourrait être aussi celle du diable, Robert Mouchambé. C'est une odeur que l'on considère à l'époque comme destructrice. Dans la civilisation chrétienne, effectivement, elle est liée au diable, mais elle vient des Grecs. Elle vient de Pline l'Ancien. Les règles féminines détruisent. Et en réalité, le diable est au fond celui contre lequel on lutte. Ce n'est pas les odeurs, c'est le fait que le diable est considéré comme étant dans les excréments, dans les restes, dans les déchets, et dans le corps des femmes. Donc on lutte contre le démon dans une société, une civilisation catholique ou protestante, dans une civilisation chrétienne. Et la femme est considérée par les médecins comme puante naturellement. La puanteur féminine, dites-vous, a hanté l'imaginaire culturel européen tout au long du XVIe, XVIIe siècle. Il y a une gravure d'ailleurs dans laquelle un homme sardonique regarde une femme en se pinçant le nez alors qu'elle est extrêmement jolie, parée, entourée de fleurs. Oui, la femme est considérée comme extrêmement malodorante. À tout âge, y compris pour les poètes de la Pléiade, parce qu'ils n'ont pas seulement raconté que les femmes étaient délicieuses, ils ont, dans d'autres œuvres qu'on a cachées... Chez Clément Marot ou chez Ronsard. Ou chez Ronsard, dans des œuvres qu'on n'a pas données dans nos écoles, ils racontent que les femmes puent
terriblement. Et les médecins, encore plus, que la femme est véritablement une infection ambulante. Mais qu'est-ce qui explique justement cette deuxième révolution sur laquelle vous insistez, qui est cette révolution des années 1750, qui va transformer, selon vous, Robert Humblet, le regard que l'on porte sur les humeurs, sur les odeurs, dans cette société des Lumières? On va non plus privilégier le musc, l'ambre, la civette, mais on va privilégier des odeurs florales, des odeurs de fruits, dans une nouvelle conception, semble-t-il, de ce que sont les odeurs des hommes et des femmes. Surtout des femmes, car en fait, il s'agit d'un sous-produit des Lumières. Ce n'est pas simplement des idées. Ce sont des pratiques. Tout est en train de changer à partir du milieu du XVIIe siècle, au point de vue théologique, au point de vue philosophique, au point de vue des idées, bien sûr, c'est Descartes, etc. Mais ça change surtout en médecine. Et l'idée de la femme puante, mauvaise, méchante, de la sorcière, de la vieille femme qui est encore plus puante que la jeune femme, qui est carrément liée au démon, elle pue presque autant que lui, change formidablement dans le courant du XVIIIe siècle. C'est une révolution silencieuse, qui n'est pas une révolution des idées, mais une révolution des sensibilités. C'est-à-dire que les hommes apprennent peu à peu à ne plus rejeter totalement l'odeur féminine et on n'a plus besoin des parfums animaux. Ils disparaissent. Oui, d'ailleurs, vous dites que dans un traité, comme le traité des odeurs d'Antoine Ornaud, qui est dit dans De Jean, en 1764, eh bien, ce traité marque, dites-vous, la déchéance de l'ambre et du musc qui disparaît carrément de la fabrication des parfums. Au XVIIIe siècle, on ne l'utilise plus. Ces choses disparaissent pour reparaître néanmoins sous Napoléon. Un petit peu sous Napoléon et peut-être à d'autres périodes ultérieures. J'ai lié directement ces parfums au machisme, à l'homme, à une civilisation guerrière et conquérante, à cheval, entourée de cuir qui était odorant. Tous les cuirs, par exemple les gants, étaient enduits de ces substances. Et au XVIIIe siècle, les cuirs, les gants ne sont plus odorants. Et les femmes... Quand vous dites enduits, c'est qu'on les enduisait véritablement de ces substances pour pouvoir se protéger contre les maladies. Exactement. Tous les cuirs, la selle d'un cheval, les bottes, le pourpoint en cuir, tout était odorant pour chasser le démon. En réalité, les parfumeurs du XVIIe siècle, le grand siècle du musc, étaient des gantiers parfumeurs. J'ai regardé leurs inventaires après décès. Ils étaient des spécialistes de la protection odorante. Ce n'est plus nécessaire et au XVIIIe siècle, eh bien, ce sont les fleurs de grâce et les parfumeurs, les vrais parfumeurs, qui s'individualisent pour offrir des senteurs de ce genre, floral, fruité, aux femmes, mais aussi aux hommes. Si bien que les hommes du XVIIIe siècle sont, pour un esprit américain, très efféminé en Europe et en France. Oui, et vous dites aussi, et c'est le cœur de votre travail, de cette civilisation des odeurs, Robert Humblet, que les odeurs sont sociales. Tout à fait. Que les Asiatiques nous regardent comme puant le beurre. Absolument. Et que aujourd'hui, effectivement, on peut avoir des visions sociales de ce que sont les odeurs, surtout dans une société désodorisée, dites-vous, comme la nôtre, et avec la nécessité, à un moment ou à un autre, de la réodoriser, pourrait-on dire, en favorisant tel ou tel parfum que l'on va mettre et qui va nous permettre d'avoir une vie sociale, Robert Humblet. Oui, parce que l'odorat est le seul sens que l'on puisse culturellement modifier, travailler. Par exemple, les anthropologues savent très bien qu'il y a des sociétés françaises de l'ail. En Provence ou en Gascogne, encore au XXe siècle, et que les jeunes hommes ont des odeurs particulières pour se trouver près des jeunes filles qui ont d'autres odeurs, mais ces odeurs fonctionnent comme des codes à l'intérieur d'une société. Elles permettent de distinguer les sexes, les catégories sociales, les âges, etc. Donc l'odorat est formidable.
les Américains ont découvert en 2014 que ce sens qui était théoriquement limité à 10 000 possibilités pour un nez de parfumeur, en fait, pouvait, chez chaque être humain, permettre d'identifier 1000 milliards et plus d'odeurs. C'est Alors vous dites formidable. que c'est une vision un peu contestée. Certains ont dit ça. C'est contesté, effectivement. C'est l'université Rockefeller qui l'a dit à New York Oui, City, mais effectivement, il y a un débat chez les scientifiques, mais en tout cas,